On est en direct. Bonjour à tous. Alors désolé, c'est Eric qui devait le faire, mais il n'a pas réussi. Facebook, c'est pas fluide. On ne sait pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que certains pouvaient rejoindre le salon en direct, la diffusion, et d'autres pas. C'est la misère. Donc moi, ça marche. Voilà. Donc on est avec Maxime Herbelin. Donc pour ceux qui ont suivi, on avait fait la petite annonce avec une brève présentation, mais on va refaire. Du coup, Maxime Herbelin, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur ce live pour Michel Herbelin sur les entretemps d'horlogerie francophone. Donc petite présentation, je suis Maxime, le petit-fils de Michel, le fondateur de l'entreprise qu'il a créée en 1947. Donc je suis avec trois autres associés à la tête de l'entreprise depuis quelques temps. Et puis je suis ravi de partager ce live avec vous et de répondre à toutes vos questions. Eh ben voilà, super. Alors nous, voilà, ça c'est ta présentation. Et maintenant, la marque en elle-même. Alors, est-ce que tu peux nous faire une diagonale de ce qu'est la marque Michel Herbelin? Alors la marque Michel Herbelin, c'est une société horlogère traditionnelle et familiale depuis bientôt 75 ans, en fait, pour la petite anecdote, Michel Herbelin, la Seconde Guerre mondiale, il travaillait dans une entreprise locale, donc à la frontière suisse en France, et puis il n'était pas du tout satisfait de la qualité des produits qu'il faisait pour cette entreprise, donc il s'est lancé dans l'aventure lui-même tout seul dans son appartement et il a commencé à créer les montres Impec. Donc Impec pour impeccable, c'est vrai que d'un point de vue c'était c'était peut-être bien aujourd'hui, ça le serait peut-être un peu moins, mais il a commencé à vendre et à fabriquer des montres Impec, notamment en France. Et à partir des années 60, la marque est devenue Michel Herbelin. Donc jusqu'à la fin des années 60, c'était que de la montre mécanique et automatique, avec des mouvements suisses et français à l'époque. Et à partir des années 70, avec l'arrivée du quartz et l'arrivée des fils de Michel dans l'entreprise, on s'est un petit peu diversifié. Donc, c'est-à-dire que ça nous a permis de créer des montres un peu plus créatives que les montres qu'on pouvait faire par le passé. Et puis, surtout, ça nous a permis de nous étendre à l'export. Donc, ça a été le début de l'expansion internationale au milieu des années 70. Ce qui a continué dans les années 80. Donc, les années 80 sont marquées par la crise du quartz. Donc, énormément d'entreprises horlogères ont fait faillite à ce moment-là. Dans le bassin horloger, dans l'arc jurassien, on annonce environ 30 000 emplois de supprimés pendant cette période-là, donc ce qui est gigantesque par rapport à l'emploi de l'époque. Et donc le quartz faisait la part belle à l'automatique à ce moment-là, donc des années 80-90. On a quand même toujours continué à faire des montres automatiques, mais le pourcentage était très très faible par rapport à la production globale de montres qu'on faisait. La fin des années 80 sont marquées aussi par la création de la ligne Newport, donc qui a été créée par mon oncle et mon père. Donc c'est un modèle qui a été inspiré par le monde marin, parce que toute la famille est très attirée par la mer, étant donné qu'on est niché au milieu des montagnes du Jura, l'évasion de la Grande Bleue nous tend toujours les bras. Donc mon père et mon oncle, à ce moment-là, se sont posé la question, eh bien, pourquoi nous ne ferions pas un modèle qui nous inspire la liberté, l'évasion. Et c'est de là qu'est né le produit Newport, donc avec sa forme de hublot de navire. Ensuite, les années 2000. Donc dans les années 2000, le début, en fait, c'est le début où les grands groupes horlogers tels que vous les connaissez, donc c'est-à-dire LVMH, Swatch, Richemont, pour ne citer que, ont commencé à racheter énormément d'entreprises horlogères, et ça a été le début, le renouveau du mécanique. Donc le mécanique a commencé à reprendre sa place dans le cœur des consommateurs, et donc nous avons lancé la ligne J-Class à ce moment-là. Donc la ligne J-Class, c'est un modèle en acier en or que je vous présente ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Rio en a déjà parlé
sur le site il y a quelques temps. Et en fait, c'était une ligne de plusieurs produits à petites et grandes complications. Enfin, grande complication, la complication la plus aboutie était un flyback. Et puis, on avait aussi, par exemple, ici, sur un chrono Valjoux réserve de marche. Voilà. Et puis, à partir des années 2000, fin des années 2000, on a également lancé un nouveau modèle spécialement dédié aux femmes, qui est Antares avec bracelet interchangeable. Donc, on a la chance qu'il soit porté par la première dame de France depuis 2007. Donc, pour nous, c'est une vraie fierté. Sans faire de politique, ça reste quand même la représentante idéale pour le savoir-faire français, le luxe à la française, l'élégance française à travers le monde. Donc, pour nous, c'est vraiment une fierté. Et puis depuis ce moment-là, on surfe un petit peu sur le Made in France, parce que nous on fait du Made in France effectivement depuis 1947. Alors avec des composants qui viennent de France, de Suisse et d'ailleurs, sans trahir aucun secret de fabrication, mais la conception, l'assemblage, la création, les réglages, tout est fait chez nous depuis bientôt 75 ans. Donc dans le village originel de création de la création de la marque. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça résume un petit peu l'histoire. Du coup, tu as abordé des points qu'on va aborder encore dans des questions qui étaient soulevées par des membres. Là, du coup, c'est que ça intéresse, quoi. Ok. D'accord. Bah, écoute, avec. Bon. Du coup, vous êtes l'entreprise, elle appartient à 3 petits-fils de Michel Herbelin. Et une 4e personne, c'est bien ça? Non, 2 petits-fils et 2 autres personnes. Mais en fait, pour la petite anecdote, il y a mon cousin qui est en charge de la création des produits. Et puis, un ami d'enfance avec qui j'étais à l'école et puis qui ne m'a jamais quitté et qui a rejoint l'entreprise à peu près en même temps que moi il y a bientôt une quinzaine d'années. Et puis un autre ami un peu plus récent qui a rejoint l'aventure, qui a voulu se lancer dans l'aventure avec nous alors qu'il venait d'un autre milieu professionnel. Okay. Et si c'est pas indiscret, quel âge tu as? Tu as baigné? J'ai 35 ans. Du coup, depuis que tu es tout petit, tu te balades dans les couloirs de l'entreprise, quoi. Oui, alors ça, oui, effectivement, c'est une particularité. Je me balade dans les couloirs de l'entreprise Michel Herbelin, mais étant originaire de Charquemont, et Charquemont étant quand même une ville très horlogère, de l'autre côté de ma famille, mon grand-père et mon oncle étaient aussi horlogers. Donc c'était un atelier d'horlogerie beaucoup plus traditionnel, mais je passais énormément de temps dans leurs locaux et à casser des platines de mouvement en général. Parce que j'étais petit, je trouvais ça rigolo. Mais oui, je baigne dans le milieu horloger depuis très très longtemps. C'était un peu une évidence pour moi de continuer après, dans ce milieu. Tu as le nom qu'il faut et puis tu as même l'initiale qu'il faut, quoi. Pour ça, quand on dit MR Oui. on en doute tous. Sait, ouais. Oui, alors a priori, d'après mes parents, c'est pas fait exprès. Mais bon, ma sœur c'est aussi M. Herbelin, donc il y a peut-être quelque chose. M aussi. Ah ouais. Et mon fils aussi, c'est M. Herbelin, mais ça n'a vraiment pas de lien. C'est ça qui est. Ouais. Bon, je vais prendre les questions dans l'ordre. Dans l'ordre qu'elles ont été posées. Donc, il va y avoir des redondances où on va faire des allers-retours, mais tant pis. La première, elle était de moi. Quels sont quels mouvements automatiques emboîtez-vous et pourquoi ce choix? Alors, depuis peu, nous n'emboîtons que du Cellita. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière à peu près, on mélangeait Cellita et ETA. Donc en ETA plutôt du 28-24 ou du 7750 et puis en Cellita SW200, SW500. Et depuis l'année dernière, on est parti que chez Cellita en fait. Pour des raisons d'indépendance, pour des raisons d'un groupe qui nous suit et qu'on suit depuis très longtemps et puis avec qui on a des affinités particulières et puis la qualité des mouvements est là. Ça c'est indéniable. Cellita, on le voit au fur et à mesure des intervenants qui viennent sur le groupe. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous disait du mal de ce mouvement-là. Et Gilles l'emboîte, d'autres l'emboîtent, et
Non, non, je pense que c'est un gage de qualité, et au moins par rapport à ETA qui se repose peut-être un petit peu sur ses lauriers et qui est moins qualitatif que quelques années auparavant. Celita fait toujours beaucoup d'efforts, je pense. Bah, c'est L'ITA a vraiment amélioré la qualité de ses mouvements. Nous, on le voit parce qu'on les contrôle tous. Donc à réception, ils sont donnés 0,30 secondes, 0,20 secondes, pardon, et nous on les règle 0,15 secondes par jour. Donc on voit un petit peu l'évolution technique qui a été apportée, notamment pour fiabiliser les mouvements. Et aujourd'hui, il y a aucune différence Ouais, avec un état en termes de ouais. fiabilité notamment. Et du coup, la, la régate en carbone, elle envoie de quoi Oui. celle-là? Alors c'est un SW, donc c'est un Celita bien sûr, c'est un SW 501 BVA. Donc c'est-à-dire que je l'ai là sous les yeux si je peux, enfin je peux vous la montrer. Donc en fait, attendez, je regarde, voilà. En fait, c'est un Celita qui a été développé pour nous, puisqu'il y a un décompte régate, il y a un décompte régate à midi. Donc c'est un compteur 15 minutes qui n'existe pas théoriquement sur le SW 501. Donc attendez, si on peut voir l'arrière, je sais pas si ça, on voit pas beaucoup, hein, je suis désolé. Ah, Bon, je désolé. Mais oui, c'est du Celita bon, effectivement. ok. Et euh, donc, question suivante, encore un administrateur, c'est donc cette fois, est-ce que vous avez remarqué des différences des goûts des clients en fonction des pays? Ah bah c'est très marqué, oui effectivement. En Europe, c'est assez similaire, bien que les pays du Nord ont plutôt tendance à vouloir des montres avec des plus grandes ouvertures. Mais si on prend le marché asiatique, par exemple, les montres sont sensiblement toutes Ils équises. sont, ouais. Donc, par exemple, nous, oui, oui, oui. Après, nous, la Corée du Sud, c'est notre marché D'accord. export numéro un. Corée du- Et en Corée du Sud, ouais, on vend beaucoup de produits féminins parce qu'on est quand même très réputé dans ce domaine-là. Et ce sont des montres qui sont un peu classiques ou d'inspiration un peu, comme on dit, French touch, c'est-à-dire avec des détails de création plutôt que des détails D'accord, ouais. techniques. Ok. Mais il y a effectivement, par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'au Japon, les attentes sont à peu près similaires Ah ouais. à la France. C'est-à-dire on est beaucoup sur Newport, Antares, un petit peu Cap Camara, mais ce qui est complètement différent de la Corée, par exemple. D'accord, c'est marrant, ouais. Euh, alors, et les différences de choix, c'est toujours donc entre les hommes et les femmes concernant la technique, le mouvement, etc. Alors, au niveau technique, les femmes sont de plus en plus demandeuses de mouvements automatiques. Donc nous, ça fait quelques années ça fait quelques années qu'on a commencé à lancer des lignes automatiques pour femmes, notamment sur Newport. Et ça marche En squelette, plutôt ouais. très bien. On est très content. Alors, il y a du squelette et il y a de l'automatique. On a fait des cœurs ouverts à un moment donné, et puis là, on fait de l'automatique normale, hein, c'est-à-dire avec un cadran nacre et diamant, ce genre de choses sur Newport. Et ça plaît plutôt bien. C'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu penser que ce qu'il y avait dans la montre n'intéressait pas les femmes, mais finalement, de plus en plus, elles s'y intéressent. Mm. Ok. Une question d'Éric cette fois et qui aura un écho avec celle d'après, mais enfin avec une plus tard. Comment avez-vous géré la crise du quartz? Alors, comment vous avez fait pour pas couler, quoi, concrètement? Alors, la crise du quartz, eh bien, c'est sûrement un peu un concours de circonstances et puis également le côté un peu visionnaire de Michel à l'époque, puisque mon père venait de rejoindre l'entreprise. Et quand Michel a vu le quartz arriver, il a tout de suite décidé d'envoyer mon père chez les fournisseurs de mouvements quartz pour vraiment étudier la technique, voir comment ça se faisait, voir quels étaient les avantages et les inconvénients par rapport aux mécaniques, et puis surtout quelle pouvait être la valeur ajoutée d'utiliser un mouvement quartz. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu la nébuleuse, hein, le quartz. Mais ils se sont vite rendus compte que ça permettait de libérer la créativité, parce que les mouvements sont plus plats, et puis ça permettait de faire des montres un peu plus accessibles en termes de prix, et avec des designs un peu plus Ouais. osés, on va dire. Donc c'est ce qui a permis notamment de créer des montres un peu minimalistes qui se sont très très bien vendues dans le nord de l'Europe à l'époque.
Et donc, le fait d'avoir été, de ne pas avoir considéré le quartz comme quelque chose d'inutile, mais comme une véritable évolution, ça a Ouais, permis à c'est la ça la marque, différence. Ouais. justement, de pas se respecter. Alors, Voilà. excuse-moi, je vais engueuler mes gamins et je reviens. Vas-y, pas de souci. C'est toujours plus facile quand on est occupé, hein, de faire les comptes. Bon, excuse-moi, mais je t'ai écouté quand même. Et sur le quartz, ouais, ben c'est exactement ça la différence. Ouais, c'est d'avoir adopté ce mouvement quartz plutôt que d'avoir essayé de le concurrencer, quoi. Exactement. Bah, juste pour l'anecdote, à l'époque, juste avant l'arrivée du quartz, on assemblait énormément de mouvements mécaniques. On avait un atelier d'assemblage de mouvements mécaniques pour énormément d'entreprises françaises. Et du jour au lendemain, ça Ouais, s'est arrêté. ça nous fait une grosse perte quand Clairement. même, hein. Ah ouais. Ouais, bon après, ouais, j'étais pas là pour le voir, mais effectivement, c'était un peu compliqué et il fallait trouver des solutions à ce moment-là. C'est vrai que d'adopter le quartz plutôt que de le renier, c'est vraiment ce qui a permis à l'entreprise Parce que ouais, il de y avait continuer. une autre question de Raphaël Chardon sur ce thème-là qui demandait comment vous avez fait pour rester indépendant, pour ne pas vous faire bouffer par les grands groupes, quoi. Comme Yema, par exemple, s'est fait racheter par Seiko. J'ai que ça qui me vient en tête, mais il y en a d'autres, quoi. C'est une très bonne question. J'ai pas d'explication vraiment rationnelle par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est que ça a toujours tenu. Enfin, l'entreprise était vraiment ancrée dans le cœur de ses dirigeants. Donc la volonté de vendre pour faire du profit, c'était pas forcément, c'était même pas du tout, c'était pas du tout quelque chose d'envisageable, quelle que soit l'époque. Même des moments très compliqués, comme nous, on a vécu une année assez catastrophique en 91. Même à ce moment-là où on aurait pu baisser les bras, ça n'a pas été le cas. On s'est restructuré, on est reparti de l'avant. Et puis, on avait plutôt envie. Enfin, le monde horloger, peut-être pour les plus jeunes qui nous suivent, a vraiment évolué. Enfin, ça n'a plus rien à Mm. voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, on se battait encore, nous, vraiment contre les marques du Swatch Group, que ce soit Tissot, Longines, par exemple. Et on te leur tenait la dragée haute. Alors aujourd'hui en France c'est encore le cas, mais à l'international par rapport au poids du groupe c'est un peu plus compliqué. Donc il y avait quand même ce challenge de réussir à concurrencer ces marques-là. Et ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, qu'on réussit encore aujourd'hui à faire. Et c'est une fierté. Donc il y a aussi il y a il y a le côté cœur qui fait qu'on n'a jamais souhaité vendre à des tiers. Il y a le côté indépendant et puis on est quand même un petit peu réputé en Franche-Comté, peut-être un peu comme en Bretagne d'ailleurs, mais pour être un peu des têtes de l'art quoi. Si vous mettez Je vois pas pourquoi tu parles de la Bretagne. donc on est assez fiers. On est assez fiers. De vendre à un groupe, c'était pas envisageable. Non, pas du tout. Euh, alors, ouais, il y avait toujours enfin, les différences hommes-femmes. 30% de votre production est destinée aux femmes. C'est avancé par le membre qui s'appelle Ramed. Sont-elles plus sensibles à l'automatique ou au quartz? Donc, tu as répondu déjà, c'est plutôt quartz, mais l'automatique gagne du terrain, quoi. C'est ça. Oui, alors le quartz est toujours quand même très apprécié puisque ça permet de faire des petites montres. Parce que faire une petite montre automatique, on change complètement de gamme de prix. Et puis ça permet aussi d'avoir des montres comme le modèle Antares interchangeable, donc c'est-à-dire avec notre système breveté de changement de bracelet. Je sais pas si j'en ai une image, je vous la montrerai après. Ça permet de changer de bracelet, d'adapter à ses tenues, à ses envies, et donc là le côté mouvement a beaucoup moins d'importance Ouais. que pour une montre un peu plus traditionnelle. Mais par contre, au niveau de la proportion, c'est Ah plutôt oui? 50-50. Entre le quartz c'est Ouais, ouais. automatique? Non, non, entre Hommes et femmes. hommes et Ah oui, femmes. c'est pas 30%, c'est 50-50. Ouais. Non, non, c'est à peu Ouais, près ok, bah, 50-50. Ouais. C'est à peu près 50-50, sachant qu'on a des pièces un peu plus exclusives pour hommes, notamment dans la gamme Newport d'accord. et Captama. Mais pour femmes, ce sont plutôt des montres Et accessoires bijoux. 50%, c'est en termes de chiffres ou de nombre de montres? Ah, c'est Parce que les deux.
Ah bon? C'est à peu près équivalent. Parce que une montre homme enfin voilà, quand on prend la Newport Regatta à 3000 €, il faut combien d'Antares pour Bah, il y a Antares Oui, Full Diamant à 2000, donc où il y a la Squelette à 2000, ok. donc il y a quand même aussi des Ouais, produits qui concurrencent un petit peu. Non, mais peut-être que c'est 55% ouais, quantité pour femmes. Hein. Ça varie d'accord. dans les années, mais c'est à peu près équivalent. Ok. Voilà. Donc, la question suivante, elle est intéressante, j'y avais pas pensé, et c'est toujours Ramed là qui la pose. Que représente la vente en ligne par rapport à la vente physique? Et sachant que la vente physique est quelque chose d'historique chez vous. Donc, est-ce que la vente en ligne, bien sûr, il faut, comment dire? En gros, les clients, il faut qu'ils fassent confiance à la marque pour acheter en ligne. Tout à fait. Et, mais vous avez surtout été présent en boutique. Alors, comment se répartit ces deux ventes, ces deux types de ventes? Alors, tu as bien résumé la situation, puisqu'effectivement, on a des partenariats de très longue date avec notre réseau de distribution, parce que on est l'une des seules marques, notamment sur le marché français, à exister sans interruption depuis 70 ans. Donc forcément, ça crée des liens, forcément, il y a des histoires qui se créent au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure des partenariats qu'on met en place. Donc on a toujours vraiment, nous, misé sur notre réseau de distribution, c'est notre force, et on entend bien continuer dans ce sens-là. Donc on s'est lancé dans la vente en ligne parce que c'est indispensable au XXIe siècle, même si on est l'un des derniers à s'être lancé dans la vente en ligne, c'est indispensable, ça nous permet d'être présents, ça nous permet de montrer on est aussi ancré dans la modernité, mais ça représente une part très marginale de notre chiffre d'affaires, puisqu'on a quand même la volonté encore et toujours de vendre via notre réseau de distribution. Parce que qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas le produit, le contact humain, l'essai du produit, le voir en vrai, ça a quand même un Ouais, vrai impact. Et c'est pour ça qu'en plus on ne sent pas vraiment de concurrence entre le site et le site de vente et puis le réseau traditionnel. Donc ça c'est plutôt encourageant, ça permet juste d'avoir une ouais, visibilité accrue. d'accord. Parce que c'est vrai que il y a des marques qui font des promos sur leur site et du coup, c'est les détaillants qui sont un petit peu lésés ou des choses comme ça. À vous, c'est des choses qui arriveront pas parce que Non. du coup, Alors les promos sur le site, non, c'est quelque chose qui justement n'arrivera pas. Beaucoup de nos clients qui ont une activité digitale forte font environ 10% de remise, mais hmm, nous, on ne le fait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on reste au prix public conseillé, justement pour ne pas faire de concurrence déloyale à notre réseau de ok. distribution. Bon. Puis c'est vrai que euh, j'ai été très intéressé par cette Newport Carbone. Carbone, regarde, ça hésite. Oui, la Mais carbone. c'est vrai que les dimensions sur le papier, bah, ça suffit pas à se faire une idée. Alors, j'aimerais bien essayer. Et du coup, faut forcément passer par un distributeur. Il faut forcément. Ouais. Exactement. Exactement. Moi, je vais la passer, celle-là, parce que tu regarderas un petit peu ce que ça donne. Moi, j'ai pas des très gros poignets non plus, hein, j'ai des poignets standards. Mais le fait qu'il y ait des attaches centrales et non pas, des Ouais. cordes traditionnelles, c'est quand même un gros produit, mais ça fait pas non plus, c'est pas trop imposant, c'est pas une Ouais. U-boat ou ce genre de Ouais, truc. non. Puis le fait qu'elle soit noire, ça joue aussi, hein. Ouais. Exactement, c'est vrai que si c'était un boîtier en acier poli, ce serait vraiment Ouais, plus c'est clinquant et bon. plus marqué, effectivement. Donc là, la question suivante, elle est très, très, très importante. Ça vient de Olivier Maury. Tu vois qui c'est? Ouais, oui, je sais Voilà. qui est Olivier Maury, Seriez-vous effectivement. intéressé par une gamme équipée de mouvements maison? La question est orientée, il est motivé pour vous les proposer. Bah, pour ne pas vraiment trahir de secret, nous serions effectivement intéressés par un mouvement maison, mais on voit très bien les contraintes que ça implique. Donc, je suis bien sûr très intéressé pour discuter avec Olivier sur les possibilités qui peuvent s'offrir à nous par rapport à la création d'un mouvement maison, ce qui serait vraiment superbe. Hein.
ce qui serait superbe. Mais on s'est déjà penché sur le sujet maintes et maintes fois et les coûts d'industrialisation et surtout les débouchés derrière sont quand même un petit peu compliqués parce qu'on a en face de nous le SWAT Group avec l'État et Celita notamment qui produisent des mouvements en quantité quand même très 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 importante et je pense pas qu'un Français puisse en faire autant. La solution, à mon avis, serait de faire un mouvement au moins aussi fiable, un petit peu moins cher. Et ça, pour l'instant, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est un peu compliqué, sachant que les débouchés internationaux, je vois mal une marque suisse s'équiper de mouvements français. Donc, alors que l'inverse est quand même Oui, se mais une vérifie marque quand même pas française mal. s'équiper Donc, de français, ça a quand même une sacrée gueule, hein. ce serait effectivement, ce serait super. Bon, on le voit avec l'un de nos confrères qui habite pas loin de chez nous, hein, à Morteau, pour ne pas les citer, pékiniers, qui ont quand même fait un super travail sur le mouvement pour le mouvement royal, c'est superbe. C'est superbe. Après, on sait que ça engendre parfois pas mal de difficultés pour les entreprises. Donc c'est pour ça que si l'opportunité était économiquement viable, on le fera sans C'est hésiter. Voilà. que, voilà, moi, j'ai une absolue confiance en Olivier Maury. Et de ce qu'il nous a dit, il aime l'efficience dans l'industrialisation. Donc, bon, je compte sur lui pour donner ses lettres de noblesse à l'horlogerie française. Oui, oui. Écoute, moi aussi. Bon, je sais pas s'il nous regarde, mais au moins il regardera en replay. Oui, il verra. Oui. Bon, question suivante de Christian Nadeau, qui lui, visiblement, il aime pas trop la tâche centrale. C'est vrai qu'au premier abord, ça fait bizarre. Et envisagez-vous une gamme sport avec une empreinte un peu moins marquée que la gamme Newport, donc la tâche centrale. La tâche entre le boîtier et le design et le bracelet a un design vraiment très marqué qui efface un peu le design des cadrans. C'est-à-dire que lui, il se focalise un peu dessus et puis il oublie le reste de la montre. Alors, le fait de sortir une gamme sport avec une attache non centrale, on l'a déjà tenté par le passé. Le problème, c'est que pour se différencier de la concurrence avec des montres à cornes, notamment pour des plongeuses ou des montres chronosportives traditionnelles, c'est un peu compliqué. Nous, notre marque de fabrique, c'est vraiment l'attache centrale. C'est ce qui c'est un design qui nous est attribué. Comme beaucoup de marques de l'autre côté de la frontière, je sais pas, vous prenez une Monaco de Tagoyer ou une Royal Oak d'AP ou une Nautilus de Patek. Je veux dire, il y a un design qui est vraiment associé à une marque et pour nous, c'est une fierté. Donc, on a tenté parfois d'avoir des designs un peu plus consensuels sur des montres sportives, mais c'était pas forcément un échec à proprement parler, mais d'un point de vue cohérence de marque, c'était pas forcément ce qui nous allait le mieux. Donc après, effectivement, la tâche centrale, c'est clivant hein, en termes de design. Je vais pas le nier, mais c'est aussi notre marque de fabrique. Et comme c'est notre marque de fabrique, on y est Ouais. vraiment attaché. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est comme, enfin, au premier abord, quand on n'y est pas acclimaté, on va dire, c'est difficile. Enfin, l'attrait n'est pas là au premier regard. Mais plus on s'y penche, notamment plus la montre est sport, plus je trouve que ça marche bien. Donc, Eh ben, écoute, euh, merci. Oui, effectivement, c'est un petit peu, oui, voilà, c'est vrai que de prime abord, on va pas s'attarder forcément sur une montre. Quand on sait pas trop vers quoi s'orienter, on va plutôt aller chercher des choses entre guillemets traditionnelles ou en tout cas qui sont rassurantes. C'est vrai que la tâche centrale de prime abord, elle est pas rassurante, elle est atypique, mais une fois qu'on s'y est vraiment fait, on a beaucoup de clients qui ont acheté une fois Newport et qui continuent d'acheter Newport derrière parce que c'est agréable à ouais. porter aussi. Et puis ça permet d'avoir une grande ouverture sans avoir une trop grosse montre aussi, Ouais, ce qui est plutôt pas mal. mais c'est vrai que l'attache centrale en elle-même, si on l'isole de la montre, il y a quelque chose d'assez habillé, voire même féminin un petit peu. Et quand on l'associe à une montre un peu sport, comme l'héritage que tu as au poignet Oui, ou la oui, oui. régate, Oui. je trouve que ça, ça, ça donne un côté raffiné à une montre sport et moi je valide, hein. D'accord, ben merci. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à Mais la question, mais si, question, mais envisagez-vous une gamme sport avec une empreinte, sans l'attache centrale? Oui, vous l'avez déjà fait.
Et, Oui, et finalement, ça, moi je vois, je sais pas comment elle s'appelait cette montre-là, mais je vois, elle était Trophy. encore, je sais pas si elle est encore vendue ou pas. Si, un petit peu, mais c'est une gamme Ouais, qui est vouée à donc, disparaître. ouais. Euh, donc Raphaël Da qui demande si un mouvement maison est envisageable malgré les coûts de production. Donc on y a déjà répondu tout à l'heure. C'est, faudrait vraiment trouver la bonne opportunité, le bon truc quoi. Ouais, Mais la bonne fenêtre. le bon truc. Après, il y a deux choses on peut regarder sous différents angles l'idée du mouvement maison. Ça peut être juste pour faire entre guillemets un produit talking piece avec un mouvement spécifique français, mais ça permettra pas de s'installer sur le long terme. Après, je pense que le mouvement français dans une montre française, ça a du sens, clairement. Et c'était le cas il y a encore 15 ans. Hein. Quand je prends le modèle J-Class, par exemple, bon, là, c'est pas le bon exemple puisque c'était un mouvement suisse, mais il y avait à l'époque des mouvements français, tous les composants venaient de France, le verre, l'or, le polissage, le bracelet, c'était autre chose à l'époque. On n'était encore pas dans une mondialisation comme on l'est aujourd'hui. Mais il faudrait pouvoir réindustrialiser la France pour avoir un mouvement en tout cas français, et puis encore mieux s'il était maison. Signé Michel Arbelin, c'est encore mieux quoi. Ah bah oui, oui, mais après, est-ce que c'est pas juste pour notre ego, nous faire plaisir, nous dire bon bah on a fait une montre avec notre propre mouvement, mais il n'est pas viable parce que économiquement Ouais. ça rentre pas dans. On regarde tout aussi. Hein. C'est vrai qu'on est passionné par l'horlogerie, mais on travaille aussi pour Bah, vivre. On travaille oui. pas que pour Mais l'horlogerie. après, il y a D'accord. tellement de nouvelles marques françaises. Là, il y a vraiment une dynamique super agréable dans Oui, l'horlogerie française. Et enfin, moi, j'aimerais bien que tout le monde se mette d'accord pour mettre la main à la pâte pour avoir un mouvement français. Hein. Mais c'est un peu ce que Pékinier essaye de faire avec son nouveau mouvement, mais ça reste quand même euh, un mouvement pékinier qui va forcément sortir des montres à un certain prix. oui, Donc, toutes les marques françaises ne pourront pas se permettre de sortir des montres à deux fois leur prix moyen, quoi. oui, Voire oui, exactement. trois fois. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, voire trois fois. Non, mais c'est une très bonne idée. Le mouvement pékinais, après, effectivement, ça va toucher Ouais, très peu de ouais. marques. Après, l'idée de, je pense qu'on on en saura plus dans quelques années parce il y a beaucoup de marques qui se sont créées récemment et avec plus ou moins de succès. Et puis peut-être que d'ici quelques années, l'horlogerie française sera assez forte pour pour couvrir des gammes de prix un peu plus haut de gamme, enfin d'un niveau un peu plus haut que ce qu'on a pu voir par ces 20 dernières années. Et ça permettra justement d'avoir un consortium de plusieurs horlogers qui seront capables d'absorber les quantités de mouvements Ouais. fabriqués en France. Parce qu'on s'est posé la question des mouvements français, mais par exemple, il y a 10 ans, c'était inenvisageable, il y avait trop peu de marques. Ou alors les marques couvraient une marque qui vend des montres à 100 euros ou une marque qui vend des montres à 5000 euros. On ne peut pas mettre le même mouvement à l'intérieur. Donc on ne peut pas trouver un point de rencontre à un moment donné. Donc c'est pour ça que Ok. Bon, question suivante, encore de Raphaël Da. Brigitte Macron est-elle une ambassadrice ou elle porte elle-même le modèle Antares? Enfin, d'elle-même. Est-ce que c'est son choix ou c'est le vôtre? Alors, bah, ça aurait pu être le nôtre, enfin, on aurait pu effectivement, mais non, c'est son choix. C'est son choix puisqu'elle porte le modèle Antares depuis 2007, donc bien avant qu'elle soit sur le devant de la scène. Et quand on s'est rendu compte qu'elle portait la montre Michel Herbelin le lendemain des élections sur une photo du Parisien. On peut pas les citer. Et à partir de là, on est en contact avec elle pour effectivement la remercier je trouve que c'est une très bonne chose pour la première dame de mettre en avant une entreprise française qui ne soit pas forcément Ouais. de l'ultra luxe, c'est-à-dire et du luxe à la française, je veux dire l'expression de l'élégance française à travers un produit qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais quand même à une plus grande frange de la population que des marques qui appartiennent à des grands groupes, pour ne pas les Ouais, citer. ouais, bah oui, oui, non, mais c'est pile poil, Et c'est ça, ça. Hein. Et du coup, il enchaîne, Raphaël, là, en disant, est-ce que ça a eu une incidence sur le marché asiatique, par exemple, le marché chinois, est-ce que c'est un marché important pour vous? Est-ce que justement ces modèles portés par Brigitte Macron ont eu un regain d'intérêt à l'international?
Alors oui, effectivement, ça a eu un effet, puisque notamment en Chine, Antares a commencé à se vendre, alors qu'elle ne se vendait pas du tout avant. Et ça, forcément, c'est porté par la première dame de France, c'est la représentatrice, enfin la représentante, pardon, de l'élégance française. Donc forcément, ça a un impact. Après, ça n'a pas multiplié les ventes par 10 dans le monde, clairement pas, mais ça a vraiment permis d'asseoir la marque et le modèle dans la tête des gens. Parce qu'on entend souvent, ah oui, Ah, c'est la montre de la première dame. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, d'autant plus que c'est son choix. On l'a pas contacté en lui disant Madame Macron, s'il vous plaît, portez notre modèle Antares. On l'a contactée, elle nous a dit qu'elle appréciait beaucoup le modèle qui lui avait été offert par son mari. Et ce qui est pour nous, c'est le plus beau signe de reconnaissance, puisqu'on ne l'a pas ah oui, c'est incité à le parfait. faire. Alors mon père a eu la chance de la rencontrer au mois de janvier à l'occasion du salon du Made in France. Et a passé un bon moment à discuter avec elle et c'est vrai que c'est quelqu'un qui apprécie. Ouais, ouais. Mais du coup, euh, avec cette histoire de Covid et de difficultés des détaillants et du retour au national, vous êtes pile poil dans l'air du temps grâce aux choses qui faisaient que vous aviez peut-être un peu de retard sur le digital avant, quoi. Donc, c'est parfait. Oui, oui, c'est parfait. Après, on peut pas gagner sur tous les fronts en même temps. Je pense il faut aussi être patient. C'est vrai que le réseau de distribution pour nous reste et j'espère restera notre force tout au long de la durée de vie de la marque. Parce que des prescripteurs, enfin les détaillants sont nos premiers prescripteurs. Donc s'ils aiment la marque et puis ils aiment les gens qui sont derrière la marque et la qualité des produits, la qualité des créations, pour nous c'est un véritable succès. C'est une victoire pour nous Ouais, ça. j'ai vu un commentaire passer là, disant que vous, contrairement aux autres marques, vous imposez pas de quota d'achat aux détaillants. C'est honnêtement ça peut varier. On n'impose pas de quota d'achat, mais on a quand même on n'autorise pas d'avoir une Ouais. vitrine vide. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire la marque, mais qui veut faire 3 montres dans sa vitrine, c'est très compliqué. C'est pas, on est une entreprise à taille humaine, donc on essaie d'avoir des relations avec nos clients qui soient humaines et non pas tout le temps dictées par des contrats très contraignants. Je sais qu'il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de marques qui imposent des contrats contraignants. Peut-être parfois c'est à notre détriment puisque les détaillants n'ont pas le choix s'ils veulent faire les autres marques. Mais nous, on veut garder ce côté humain. Et ce côté humain, ça passe par des compromis, ça passe par des quotas qui sont pas forcément figés, mais une présence en vitrine Ouais, tout de même impactante. ok. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens et pour le détaillant, parce que d'avoir une vitrine avec 3 montres, ça fait un petit peu désuet. Et puis pour nous, c'est beaucoup de travail Ouais, pour beaucoup de ok. choses. Et donc encore Raphaël qui finit par une question plus légère. Michel Herbelin réussit à ne pas trop venir travailler malgré la retraite. Alors visiblement, il vous connaît bien. Alors, Michel, le, le, je pense qu'il confond avec Pierre Michel, parce que Pierre Michel, qui est mon père, lui, est effectivement en retraite depuis 3 mois. Et non, il vient pas travailler. Il vient pas travailler, il profite de sa retraite. Il est un petit peu, un petit peu contraint par le confinement de rester un peu chez lui. Mais il s'occupe, donc ça va. Puis après, il prend souvent des nouvelles de ce qui se passe. Et puis Michel, lui, malheureusement, bon, il aurait 99 ans, donc il est décédé en 2012, donc il a eu une belle vie. Mais lui aussi, une fois qu'il a été en retraite en 85, il est Ouais. quasiment plus revenu dans l'entreprise. Mais c'est une volonté que je respecte parce que ça permet, on a coupé. Quand on coupe, on coupe. Ça sert à rien d'avoir un pied à moitié dedans, à moitié dehors, de suivre parce qu'on y est attaché, c'est très bien, mais après de Mais vouloir garder les rênes, entre guillemets, ouais. c'est impossible. C'est impossible. Ça générerait trop de conflits Ouais, ça entraverait le truc, quoi. et puis ce serait. Alors que là, nous, on est en très bon terme avec mon père. Il vient quand même de temps en temps pour dire bonjour, on va dire. Et ça nous fait plaisir. Comme ça, il voit aussi les nouvelles collections, les nouveaux produits. Il donne son avis. Et puis après, maintenant, on n'est pas obligé de suivre. C'est ça. Mais bon, d'accord,
il avait quand même 44 ans de métier, donc une expérience quand même assez solide, parce qu'il s'occupait beaucoup de la création. Donc on l'écoute quand même encore un petit peu. Oui. Bon, j'enchaîne avec la prochaine question. Donc là, elle est encore sur le boîtier à tâche unique. Là, d'où vient l'idée du boîtier avec une corde unique qui caractérise facilement la marque? C'est Dominique Le Sueur qui pose cette question. Donc, dans la présentation, tu as un peu répondu. Ça vient d'un hublot. Mais spécifiquement sur cette attache-là, quel était le but recherché alors? Alors le but recherché, justement, c'était qu'on devine un hublot. Donc, si on avait intégré des cordes traditionnelles, on n'aurait pas deviné le hublot. Même si la forme de la lunette, en général, est légèrement biseautée et brossée circulaire la plupart du temps, pour rappeler un petit peu les hublots, s'il n'y avait pas d'attache centrale, l'idée originelle, donc c'est-à-dire d'avoir une montre d'inspiration marine qui ressemble un petit peu aussi aux horloges qu'on peut trouver dans les bateaux, les Oui. horloges marines qui ressemblent dans les bateaux. C'était vraiment pour détacher donc le boîtier, son design du reste de la montre, et c'est pour ça que l'idée de cette attache centrale D'accord. est venue. Ok. Question suivante. Alors là, il y a 3 questions de Raphaël Chardon qui est pointu aussi là. Alors, vos montres ont plutôt un positionnement sport chic, de manière générale, pour le côté masculin en tout cas. Par le passé, vous avez Exactement. proposé de vrais tool watch de plongée. Je pense en particulier aux sous-marines 300 mètres et même Caribbean, si je me trompe pas, si il ne se trompe pas du tout. Ouais. Euh, Caribbean, c'est pas récent. Envisagez-vous d'en proposer à nouveau un jour des tool watch? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a fait l'expérience des trophies Grand Sport étanche 300, voire 1000 mètres. On avait un modèle automatique étanche à 1000 mètres. Et l'année prochaine, donc je ne sais pas si on pourra considérer ça comme une tool watch, mais on ressort une montre de plongée, sans trahir de secret. Toi, tu es déjà un petit peu au courant, mais on a dit qu'on gardait ça entre nous. Non, mais après, si on parle de tool watch, alors c'est pas vraiment une tool watch, mais là, on a quand même une montre étanche 300 mètres avec un bracelet FKM, donc ça résiste à tout. En plus, il y a un fermoir, je la montre, mais personne ne la voit. Il y a un fermoir de sécurité qui a été demandé par Aurélien Ducrot, le fermoir je sais pas si Aurélien, ça parle à tout le monde, mais c'est notre ambassadeur, qui est champion du monde de ski freeride et qui est également navigateur. Et on a développé le modèle avec lui, donc pour en faire un peu une tool watch. Donc c'est pour ça qu'on a du carbone pour le côté léger, malgré la taille du boîtier. Et c'est pour ça qu'on a aussi le fermoir de sécurité, l'étanchéité à 300 mètres et le bracelet au FKM. Donc le FKM, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est visuellement ça s'approche du caoutchouc. Par contre, c'est extrêmement résistant, ça résiste aux températures, ça résiste au déchirement, ça se nettoie très facilement. Nous, on les garantit 10 ans d'ailleurs, parce qu'on est vraiment convaincu de la qualité du produit. Donc, on a un petit peu une tool watch à travers ce modèle, même si avec ses qualités de finition puis cette gamme de prix, c'est pas une tool watch traditionnelle. Mais la montre de plongée, c'est quelque chose d'indispensable, notamment pour une marque comme nous, qui sont quand même très attachés à la mer. Donc, l'année prochaine, une nouvelle gamme de plongée. Bon. Ben, on a hâte de voir ça, même si. Ouais. Alors, sur le logo maintenant. Le logo Michel Herbelin a évolué dans le temps, mais a toujours eu une vraie personnalité. Celui d'aujourd'hui, notamment, mais il est minoré par rapport au nom Michel Herbelin qui est écrit en très gros. Avez-vous déjà envisagé des proportions différentes sur ces éléments? Oui. Oui, effectivement. Alors, pour en revenir au logo, c'est quelque chose qui revient souvent sur la table chez nous, parce qu'il faut qu'on suive aussi. Il faut d'un côté garder notre identité et de rester que l'image soit perceptible par tout le monde, mais d'un autre côté, il faut aussi savoir évoluer. Donc c'est pour être dans l'air du temps, hein, clairement. Donc c'est ne pas renier ses racines tout en allant vers la modernité. Donc c'est effectivement une question qui revient souvent ici sur la table lors de nos réunions. Donc on verra l'année prochaine ce qu'on peut vous proposer. Ok. Et il risque d'y avoir des évolutions. Okay. Voilà, c'était encore Raphaël Chardon. Il avait posé une autre question, mais qui revient exactement à la crise du quartz. Donc, on y a déjà répondu tout à l'heure. Je vais regarder s'il y a des commentaires sur la publication. Et puis, et puis, et puis voilà. Donc,
30 secondes. Ouais, après, à disposition, pas de souci. Alors, il y a quelqu'un qui, quand on parlait du Made in France, il y a quelqu'un qui soulève qu'il n'y a aucune régulation du Made in France, contrairement au Swiss Made qui est inscrit dans les lois du pays. C'est vrai ça? Comment vous? Made in France? Ben, honnêtement, c'est un peu compliqué. Pour moi, la régulation du Made in France, elle est compliquée. Nous, honnêtement, on n'a jamais changé notre manière de faire depuis le début, donc on ne s'est jamais posé la question. On sait qu'on a été audité l'année dernière par la répression des fraudes, hein, justement pour être sûr qu'on soit bien Made in France, notamment pour participer au salon du Made in France à l'Élysée. Donc après, je sais honnêtement, j'ai du mal à savoir quels sont véritablement les critères du Made in France. Mais tout comme le Swiss Made, c'est compliqué parce qu'il y a deux Swiss Made, si j'ai bien compris. Il y a le Swissness, le Swiss Made, et puis j'ai l'impression que les marques en milieu de gamme peuvent en souffrir parce que quand on met un mouvement suisse dans une montre qui coûte vraiment pas cher, ben on est Swiss Made puisque plus de 60% du produit est suisse. Et puis après, ben effectivement, quand on est dans la très haute horlogerie à des prix exorbitants, on est aussi Swiss Made parce qu'on peut tout produire en Suisse. Après, je trouve que ces appellations, moi, ce que je trouve bien dans l'appellation on peut dire Made in France, c'est qu'on fait travailler des gens en France et qu'on fait vivre des familles en France. Et ça, c'est important. Après, de savoir, plus on peut en faire, mieux c'est sûr. Et puis, on va toujours privilégier, je parle au nom de Michel Herbelin, on privilégiera toujours une source française qu'une source étrangère pour ceci, hein, c'est-à-dire faire vivre la France. Mais après, c'est pas toujours évident. Le but, c'est de faire vivre un peu la France. Ok. Bon, il y a une question qui fâche un petit peu là, et je me dois de la poser quand même. Pourquoi est-ce qu'elles se revendent mal sur le marché de l'occasion? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. C'est peut-être dû au fait qu'elles sont aussi souvent disponibles en neuf. Donc, une montre qu'on peut acheter neuve ou une montre qu'on peut acheter d'occasion, une montre portée, elle a toujours des séquelles. Donc, pourquoi ne pas l'avoir neuve avec en super bêta alors qu'on peut l'avoir d'occasion et qu'il soit pas forcément dans un très bon état. Après, honnêtement, les marques qui se revendent bien sont quand même. Il y a très très peu de marques qui se revendent très bien. Hein. Il y a 3 ou 4 marques suisses qui ont vraiment une aura qui permet avec des modèles. Après, ils jouent aussi sur la rareté, donc forcément ça a un impact. Après, je pense que les montres mécaniques chez nous, notamment les J-Class, d'ici quelques années, auront une petite cote. Oui, quand les années 90-2000 vont revenir à la mode. Voilà. C'est ça. Exactement. Malheureusement, j'en ai plus du tout. Donc, effectivement, enfin, pas malheureusement, heureusement pour les possesseurs de J-Class qui souhaiteront les revendre, mais moi, j'en ai plus. Là, c'est la toute dernière. C'est du musée. C'est du, pardon? Du musée, oui, bah, effectivement, je l'ai récupéré dans le musée. Oui. Je la garde. Il y a une autre question. Pourquoi ne pas essayer le Kickstarter? C'est une bonne question également, dans le sens où pourquoi pas? Il faut qu'on trouve le thème, le bon moment. Après, c'est vrai qu'il y a des marques qui ont super bien réussi en Kickstarter. Oui, c'est vrai. Ça a été une campagne très suivie. Ouais. Et là, nos voisins mortuaciens, ont a priori très bien fonctionné. Donc, pourquoi pas? Après, il faut qu'on trouve le projet, puis qu'on le mette en avant. Mais bon, nous, on a quand même un mode de fonctionnement. J'allais dire à l'ancienne, on n'est pas une start-up de l'horlogerie non plus, donc c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui ne se mettent pas en place aussi rapidement que ça peut être le cas dans d'autres. Quand il y a 4 employés, ça va plus vite, quoi. Ouais, c'est même pas ça, c'est aussi le schéma de fonctionnement. Nous, on a des schémas de fonctionnement qui fonctionnent depuis longtemps, qu'on adapte, bien sûr, et puis on a aussi une machine un peu lourde à faire tourner. Le Kickstarter est une nouvelle étape. Et puis, il faut s'organiser pour pouvoir faire du Kickstarter. Il faut trouver le bon message, le bon produit. Et puis après, pourquoi pas. Il y a plein. Le champ des possibles est assez large. Bon, on arrive à la dernière question. Allez, de Pierre. Alors, est-ce que
pensez-vous du fait que le métier d'art horloger a été classé patrimoine immatériel par l'UNESCO? Donc, question un petit peu basique, j'imagine que ça convient à tout le monde. Mais qu'est-ce que Ah, vous, voilà. ça vous inspire? Moi, moi, je trouve ça vraiment très bien parce que ça place l'horlogerie comme un art qui perdurera au fur et à mesure des décennies, voire j'espère des siècles. C'est pas juste un phénomène de mode. Et ça, on le sait déjà, hein, puisque l'horlogerie a plus de enfin, la vraie l'horlogerie mécanique a pas loin de 300 ans, voire plus. Enfin, j'ai plus les dates exactement en tête. Mais et ça va permettre, à mon avis, le fait d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, de perdurer vraiment longtemps. C'est reconnu, c'est connu et reconnu, et ça, c'est très très important. C'est pas juste un Ouais. accessoire éphémère. Ouais. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment la reconnaissance du travail de beaucoup de personnes à travers les siècles. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, je te remercie Maxime. Merci Merci à ceux qui ont à suivi. Horlogerie francophone, merci à toi Rio, merci à Eric pour sa Oui, et tentative. va, on va partager cette vidéo ensuite, et puis voilà. Bon, et ben merci beaucoup. De toute façon, comme avec chacun des intervenants sur le groupe, on va rester en contact et suivre l'actualité. Avec plaisir. Et on sera toujours là pour parler de tous vos nouveaux modèles, toutes vos avancées. Ce sera avec plaisir. Eh ben, super, Allez, merci beaucoup à Rio. bientôt à tout le monde. À bientôt, merci à tous.